Nous allons tout de suite démarrer cette matinée dédiée à la supply chain. Et pour cela, je vais accueillir sur scène Claire Plassard, qui nous revient justement des États-Unis, du CES de Las Vegas, de la NRF de New York. Et elle va pouvoir nous partager les 5 tendances supply chain à suivre en 2023. Claire, c'est à toi. Merci beaucoup Laure. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin sur la scène du Palais Brongniart pour vous parler donc des 5 grandes tendances supply chain qu'on a pu repérer au travers de nos Learning Expeditions, effectivement d'une part au CES à Las Vegas et d'autre part à la NRF de New York. La supply chain est actuellement affectée par plusieurs disruptions. Les principales vont être bien sûr la pénurie des puces, des semi-conducteurs qui nous affectent depuis plusieurs années déjà et qui devraient continuer à bouleverser la supply chain pendant encore quelques mois. On a également bien sûr la crise logistique avec les coûts et les délais logistiques qui mettent un peu à l'arrêt toute la chaîne et notamment toutes les différentes livraisons. On a également l'inflation qui est le sujet du moment. Emmanuel Vivier en a d'ailleurs parlé hier matin lors de l'ouverture du Forum and Meetings. On a également bien sûr les coûts des matériaux avec la reprise économique, avec la fin du Covid et des confinements qui ont marqué en fait une grande demande auprès des matériaux et donc des coûts qui ont explosé, et la crise énergétique bien sûr qui est en partie due à la guerre en Ukraine. Les nouvelles technologies peuvent permettre d'agiliser la supply chain et donc de les aider à réduire les coûts et à gagner en efficacité. Plusieurs technologies qui peuvent proposer des solutions. On a d'une part l'automatisation, d'autre part l'intelligence artificielle qui va particulièrement accompagner l'ensemble de la supply chain sur les différents niveaux, que ce soit sur la prévision de la demande, la gestion des stocks, les retours également. Les jumeaux numériques qui vont permettre de modéliser des actifs physiques pour pouvoir les digitaliser et ensuite pouvoir réaliser des séries de tests, de simulation pour pouvoir anticiper les différents risques et voir comment ça va affecter le monde physique, donc grâce à la simulation des jumeaux numériques. On a aussi la fabrication additive qui va permettre par exemple de faire des impressions 3D, ce qui va être très précieux sur plusieurs secteurs. Effectivement, il y a plusieurs secteurs d'activité où on n'aurait pas forcément pensé que la fabrication additive allait être pertinente, mais par exemple dans le domaine de la construction, on va pouvoir faire de l'impression 3D de bâtiments, par exemple, enfin de différentes pièces qui vont permettre d'innover, par exemple de créer des maisons qui vont être plus recyclables, des maisons qui vont être plus résistantes aux différents risques et aussi bien sûr de raccourcir la chaîne de production en évitant des transports de pièces depuis des fournisseurs externes. On va avoir le domaine de la santé, où là, la fabrication additive est une révolution. On va pouvoir imprimer en impression 3D des organes, différentes pièces qui vont être essentielles dans le domaine de la santé. Par exemple, à Lyon, on a une équipe qui travaille sur la fabrication d'organes comme le cœur. On a bien sûr le domaine automobile qui est peut-être celui où la fabrication additive est le plus répandue. Et là, on a du coup effectivement une opportunité pour l'industrie automobile de pouvoir se détacher un petit peu des importations lointaines pour pouvoir créer directement sur place les différentes pièces automobiles. Une solution également pour faire face aux différentes disruptions de la supply chain, ça va être par exemple de relocaliser une partie de ces activités. Donc c'est ce qu'on va appeler le nearshoring. Donc effectivement, si dans le modèle précédent, on était plutôt sur de la délocalisation qui permettait d'avoir un coût de la main-d'œuvre qui allait être inférieur, on se confrontait tout de même à des risques qui étaient ceux de la pénurie, de l'inflation, de la crise logistique, de la hausse des coûts. Et donc aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui vont s'attacher à faire du nearshoring et qui vont donc du coup chercher à relocaliser leurs activités, notamment leurs usines, pour favoriser des expéditions qui vont être plus rapides. On va éliminer des transports, par exemple, maritimes. On va pouvoir proposer une mise sur le marché qui va être plus rapide et une collaboration qui sera facilitée. Et donc, on évite certains des risques qu'on a pu voir dans le modèle précédent, ce qui se traduit donc par une activité économique qui est plus favorable. L'intelligence artificielle, on l'a vu, c'est une des technologies qui est essentielle pour faire face aux disruptions de la supply chain. Et l'intelligence artificielle va pouvoir se retrouver sur l'ensemble de la supply chain, que ce soit au niveau de la maintenance prédictive, de la gestion des stocks, la prévision de la demande, l'automatisation des entrepôts, également sur le chatbot pour pouvoir communiquer avec ses clients, mais aussi avec ses équipes, des estimations des délais de livraison, et la suivi, donc c'est tout le concept de traçabilité qui est essentiel pour pouvoir faire face aux attentes des consommateurs qui veulent savoir où en est leur livraison, leurs produits. Et donc, on voit ici que l'intelligence artificielle alliée avec la supply chain va permettre de proposer de la résilience, de la flexibilité, de la stabilité et des économies.
Les 5 tendances qu'on a pu repérer au travers des différents salons américains sur lesquels on s'est rendu en janvier, ça va être principalement donc déjà cette idée de smart supply chain. La supply chain qui va être augmentée avec de l'intelligence artificielle, qui va permettre, comme on vient de le voir, de dérouler sur plusieurs étapes de la supply chain des optimisations pour aider donc à faire face aux disruptions. On a bien sûr aussi tout ce qui va être automatisation et robotique pour pouvoir accélérer les procédés en entrepôt par exemple. On a aussi donc la livraison et le quick commerce. Le quick commerce a été une énorme disruption dans les modèles de supply chain, et donc on va voir comment les entreprises peuvent s'adapter, peuvent adapter leurs activités. Le travailleur augmenté pour faciliter le travail des employés, et puis le jumeau numérique, voilà, on en a parlé, qui permet de modéliser et tester différents produits et scénarios. La première grande tendance, donc, c'est celle de la smart supply chain. Effectivement, l'intelligence artificielle va permettre d'aider à digitaliser la gestion de la supply chain. On a repéré donc au salon NRF plusieurs startups, plusieurs entreprises qui s'attachent justement à proposer des solutions pour aider les entreprises à digitaliser leur supply chain. On a par exemple Blue Wonder qui propose un logiciel de gestion de sa supply chain de bout en bout, avec donc différentes plateformes, différentes options pour pouvoir par exemple travailler sur la gestion des stocks, mais également sur les plateformes d'exécution pour le travail logistique, et également pour pouvoir détecter les problèmes en amont et pouvoir les résoudre grâce au machine learning. On a aussi donc KBRW qui va utiliser un cloud privé pour pouvoir digitaliser la supply chain, pour pouvoir par exemple proposer des services de order management system et warehouse management system. Et également donc Stored, qui est plutôt un concept de stockage as a service, et donc ici pouvoir connecter les différentes entreprises qui ont des besoins de stockage et d'autres entreprises qui vont avoir des capacités de stockage, et pour pouvoir donc créer ce lien et pouvoir proposer donc cet espace disponible à ceux qui en ont besoin. On a également repéré, donc ça c'était au CES, Palantir Technologies, qui propose des plateformes d'intégration, de gestion et de sécurisation de données, donc au travers de 3 plateformes qui vont permettre donc de superposer des applications pour pouvoir permettre une analyse qui va être interactive, pilotée par l'homme et assistée donc par la machine. Et notamment, cet outil a été utilisé en Angleterre pour aider à la crise des réfugiés ukrainiens et pour pouvoir justement intégrer leurs données lors de leur entrée dans le pays, et puis ensuite pouvoir les aider à trouver un asile dans le pays, en pouvant répartir selon l'offre et la demande les différents réfugiés dans les maisons. Prédire la demande grâce à l'intelligence artificielle et optimiser ses stocks, c'était une grande tendance de la NRF. Plusieurs startups sur ce segment, par exemple Syrup, qui propose donc de la gestion de stocks pour pouvoir prédire la demande, optimiser les stocks grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. On a aussi Vertigo, donc une entreprise française qui va travailler spécifiquement sur la prévision des ventes pour pouvoir fiabiliser, automatiser toutes les différentes décisions qui vont être liées au stock, aux promotions, aux prix et aux assortiments. Et enfin, on a Idestri, donc, qui nous vient de République tchèque. Et donc là, c'est une plateforme qui va travailler sur la redistribution des stocks pour pouvoir offrir donc aux différents magasins physiques la capacité de pouvoir rivaliser avec les géants du e-commerce, avec la possibilité de pouvoir identifier les stocks qui vont être problématiques, analyser donc où est-ce qu'ils vont pouvoir être mieux distribués, et donc ensuite réaliser cette redistribution des stocks. TokenMe, une entreprise du CES, donc une technologie sans fil qui va permettre de surveiller les sites de construction en temps réel. Donc ici, on va avoir en fait des différents capteurs. On va avoir par exemple la possibilité de pouvoir suivre et tracer toute personne qui pénètre dans un chantier, que ce soit un employé ou un visiteur, de pouvoir voir où est-ce qu'ils sont et donc ainsi de pouvoir prévenir les risques. Et on va aussi avoir la possibilité de poser des capteurs à des endroits stratégiques du chantier pour pouvoir avoir des données qui vont remonter sur l'état du chantier et le niveau d'achèvement en fait, des différentes tâches. Pour pouvoir mettre en place ces différentes options de tracking, on a donc par exemple Sodac qui propose des solutions solaires qui vont permettre donc d'alimenter ces différents capteurs et les différents trackers grâce à l'énergie solaire. Donc on voit ici que la transformation durable vient avec la transformation digitale et propose donc des solutions qui vont être plus planète compatibles. Les produits connectés pour permettre une meilleure gestion de la supply chain. Donc on va avoir Nexit et également Williot qui vont permettre de proposer des IoT connectés et donc qui vont permettre de faire remonter toutes ces différentes données dans les différents endroits de la supply chain.
La deuxième grande tendance, ça va être l'automatisation et la robotique. Donc on a effectivement ce modèle de centre de micro-fulfillment qui permet en fait de réaliser au mieux, d'automatiser au mieux les différentes activités d'entrepôt, par exemple, de la supply chain. Et donc ça peut être sur différents endroits. Donc par exemple, on peut, les grands géants du e-commerce et du retail, comme par exemple Walmart, vont proposer ce genre d'entrepôt, de centre de micro-fulfillment directement en backstore, directement à l'arrière de leur magasin pour pouvoir réduire tous les délais de transport et avoir en un seul et même lieu toutes les opérations. On va aussi avoir des acteurs qui vont proposer des services et donc du coup de pouvoir proposer ce type d'opération et de centre de micro-fulfillment en service et donc au travers d'une plateforme qui s'appelle Darkstore et qui permet donc de louer ces espaces de stockage et l'ensemble des services qui vont avec et d'autres services comme par exemple Wizbond qui permet de faire non seulement tout ce qui va être toutes ces activités de micro-expédition et la livraison du dernier kilomètre donc directement aux adresses du client et donc là c'est déjà en place à New York. Et on a Fabric aussi qu'on suit depuis quelques années. On est allé visiter leur entrepôt l'an dernier à Brooklyn. Et là, ils ont ouvert donc un centre MFC en Israël, à Tel Aviv, et qui est en fait situé sous un gratte-ciel. Donc on voit que c'est aussi l'enjeu de pouvoir optimiser les bâtiments, les espaces qui sont déjà existants pour ne pas forcément avoir besoin de s'éloigner des centres-villes et ainsi faciliter les livraisons et les expéditions de produits. Pio by AutoStore, donc AutoStore, on vous en avait parlé l'année dernière à notre tour, c'est donc cette entreprise qui propose ces opérations d'entrepôt et de micro-fulfillment grâce à des robots qui peuvent se déplacer à la fois verticalement et horizontalement avec un gain de place qui est énorme. On réduit de 4 fois l'espace nécessaire pour le stockage et l'organisation des opérations. Et donc Pio, c'est leur proposition pour les petites entreprises, donc en version plug and play, ce qui permet aux petites entreprises de pouvoir s'agiliser et mettre en place donc ces différentes solutions à leur échelle. Sternus Technologies, ce sont des robots mobiles autonomes qui permettent donc d'automatiser les process de transport de marchandises dans les installations et donc de pouvoir faciliter ces différents mouvements en entrepôt et de pouvoir également limiter les risques puisque ce ne sont plus aux employés de devoir porter des charges lourdes. La densité des robots, effectivement, lorsqu'on parle de robotisation, on se rend compte que les robots, c'est en fait presque une population dans les différents pays, et notamment en Corée du Sud, qui a 1000 robots pour 10 000 employés. Donc c'est quand même assez énorme. Et on voit qu'au niveau de l'évolution, la Chine a pu dépasser les États-Unis en termes de la densité des robots dans la population. Et donc la Chine fait maintenant partie du top 5 des pays à la plus forte densité robotique. On voit qu'en France, nous, on est quand même un petit peu plus loin. D'ici 2025, de plus en plus de retailers vont adopter des robots dans leur point de vente physique. Alors là, on vous a mis donc quelques exemples des robots un peu plus B2C qu'on a pu voir dans les différents salons, qui sont des robots un peu de service qui peuvent paraître un peu gadgets, mais ça fait toujours le buzz et ça permet forcément de faire venir aussi des consommateurs dans vos points de vente physiques et de les attirer. Et donc on voit que c'est quand même une tendance qui se développe et que ces robots sont quand même de plus en plus aptes à réaliser des tâches spécifiques. Le robot barista, par exemple, le robot pizza, voilà, sont toujours des grandes attractions et sont efficaces, ça fonctionne, les produits sont consommables et donc la production de ces produits est assez rapide grâce à ces opérations automatiques. Right Hand Robotics, donc c'est une plateforme de préparation de commandes intelligente. Donc on va avoir ici tout ce qui va être du picking par exemple, et donc une plateforme qui va permettre d'accélérer toute la préparation des commandes, de pouvoir avoir de la prévision sur cette exécution des commandes et donc avoir des données qui remontent. Lorsque l'on travaille avec des robots, il faut bien sûr essayer de les former, d'optimiser leurs compétences comme on pourrait le faire avec n'importe quel employé. Et donc ici, on a une start-up française, Visual Behavior, qui va travailler justement pour améliorer l'observation pour les robots, pour leur permettre de développer pleinement leur potentiel et donc de pouvoir améliorer leur autonomie, la résolution des problèmes d'observation pour qu'ils aient une meilleure compréhension de leur environnement. La gestion des stocks et des inventaires par la robotique. Alors ça fait plusieurs années déjà qu'on voit au CES, à l'ANRF, des robots qui sont proposés, qui peuvent se balader en fait dans les rayons. Donc par exemple, on a Shelfie Tech, on a aussi Badger Technology, où là ça va vraiment être des robots qui vont être dans le magasin, dans le rayon et qui vont pouvoir scanner grâce à de la computer vision pour pouvoir détecter les ruptures de stock et pouvoir ensuite agiliser derrière le remplissage des produits. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était donc cette dernière start-up Deming, qui pour le
le coup, va proposer les mêmes solutions, mais d'une manière différente. Le robot n'est pas en rayon, n'est pas dans les allées, il va être en fait directement sur l'étagère. Et ça va être un petit robot qui va pouvoir parcourir en fait le long de l'étagère pour pouvoir détecter les produits qui sont manquants. Et également prédire en fait ceux où le stock va être plus faible. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que le client n'est pas dérangé dans le magasin. Il ne va pas se confronter face à un robot. On a un système qui est complètement invisible et automatisé directement sur l'étagère. Ça prend très peu de place. Troisième tendance, donc la livraison et le quick commerce. Donc une tendance dont on parle beaucoup déjà depuis quelques temps, c'est l'économie de la flemme. Effectivement, aujourd'hui, l'être humain peut rester chez lui et ne pas avoir à faire beaucoup d'efforts, que ce soit pour son confort, pour par exemple aller commander à manger, pour aller commander un service de transport, pour pouvoir se divertir, faire ses courses. Il n'a quasiment plus besoin de sortir de chez lui. Donc c'est une vraie tendance et on la retrouve bien sûr dans le e-commerce avec donc ce besoin d'avoir ses produits tout de suite chez soi le plus rapidement possible sans avoir besoin d'attendre. Et donc la livraison alimentaire a dû s'adapter. On a une multitude d'acteurs qui se développent depuis une quinzaine d'années, un peu plus même pour certains, mais on voit que vraiment ça fait quand même 10-15 ans que ça se popularise et qu'on a de plus en plus donc d'acteurs. Et puis cette dernière ligne, donc, qui est celle du quick commerce, où on voit qu'il y a de nombreux acteurs qui ont surgi depuis 3 ans, certains qui ne perdurent pas, mais c'est quand même une vraie tendance. Donc avoir ceux qui restent par la suite. Mais ça a quand même proposé un nouveau type de service, un nouveau standard de livraison pour les consommateurs auxquels les retailers sont maintenant confrontés et doivent s'adapter. Et on voit que par exemple plusieurs grands retailers vont mettre en place des services de livraison à la maison sans contact, directement dans le frigo. Donc par exemple Carrefour qui teste en ce moment en partenariat avec Yell, donc qui est une serrure connectée, cette possibilité de venir livrer directement le client chez lui dans son frigo. Walmart propose la même chose sur la base d'un abonnement et puis Amazon avec Amazon Key bien sûr. Les donc différentes plateformes qui vont aussi permettre de disrupter un peu ces enjeux de la livraison. Par exemple, on a Shopopop qui va proposer un peu le Uber de la livraison. Donc c'est ici du crowdshipping entre particuliers. Et donc on peut en tant que particulier s'inscrire et pouvoir utiliser optimiser disons les différents trajets, par exemple le travail domicile que l'on a l'habitude de faire pour proposer une livraison de différents colis en même temps. On a aussi donc GoShare qui va permettre de se mettre en relation avec des professionnels de la livraison lorsqu'on est par exemple une petite entreprise. On a Return Logic qui va être spécialisé plutôt sur la gestion des retours et puis donc Reversio qui va également travailler sur les retours. Des robots autonomes pour la livraison du dernier kilomètre. Alors d'habitude, l'année dernière par exemple, on en avait vu beaucoup plus. Là cette année, à la NRF, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait quand même Autonomie et Nuro qui vont proposer donc une livraison automatisée du dernier kilomètre. Et donc Nuro, si vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture va être équipée donc de lidar, va permettre la livraison autonome de différents produits, que ce soit alimentaires ou par exemple de médicaments, ou aussi des colis avec des partenariats avec FedEx. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a des airbags qui sont non pas situés à l'intérieur du véhicule, puisqu'il n'y a pas d'occupant, mais qui vont être plutôt situés à l'extérieur pour protéger les différentes personnes qui pourraient être confrontées aux véhicules en cas de choc. Le travailleur augmenté, effectivement, l'idée, ça va être de pouvoir faciliter le travail des différents employés, et donc par exemple avec l'aide de exosquelettes. Et donc on a l'humain qui peut se robotiser, qui peut utiliser donc un système externe mécanique qui peut être motorisé et qui va pouvoir se fixer sur des membres du corps pour pouvoir apporter donc cette assistance physique à l'utilisateur, et ça va notamment être très précieux pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Plusieurs acteurs, donc c'est German Bionic qu'on connaît quand même depuis quelques temps. Ils étaient notamment là à Vivatech en juin dernier, et donc qui va proposer en fait cet exosquelette qui permet de lever sans effort des charges lourdes. On a de l'autre côté Arkelis qui propose une chaise exosquelettique, et donc là l'idée ça va plutôt être de favoriser la station debout pour les personnes qui doivent rester debout pendant longtemps, pour les aider à rester debout sans effort en ayant cette chaise qui leur permet d'être plus confortable. On a aussi donc Magic Leap. Alors là, c'est plus des exosquelettes, mais ça permet également d'augmenter le travailleur grâce à la réalité augmentée, donc avec une plateforme et des lunettes de réalité augmentée,
pour pouvoir optimiser les différents flux de travail, pour pouvoir améliorer la productivité et donc augmenter le retour sur investissement. Et donc ça permet en fait aux différentes personnes, aux employés, d'utiliser tout leur sens pour pouvoir interagir à la fois avec des informations physiques, mais également des informations numériques qui vont pouvoir s'afficher, et donc de pouvoir recevoir par exemple des instructions plus spécifiques et vraiment appropriées à la réalité qu'ils ont en face d'eux. Le métaverse au service du chirurgien augmenté, c'est ce que propose la solution française de Abyss Médical. Ici, ça va vraiment être l'idée de se spécialiser dans la chirurgie 4.0 pour avoir donc une plateforme médicale qui va être alimentée par le cloud et qui va pouvoir accompagner donc le chirurgien sur ses interventions. Et donc, on voit que pour le moment, c'est déjà en usage sur les opérations animales, et ça va commencer à se développer donc cette année sur de la chirurgie humaine. Et donc, ça se passe à La Rochelle. Dernière petite tendance, donc le jumeau numérique. Donc effectivement, le jumeau numérique, on en a parlé, je vais passer un petit peu rapidement. C'est donc le concept de pouvoir modéliser les données, capturer donc les différentes données du monde réel, les modéliser et pouvoir donc ensuite faire de la visualisation et voir les différentes impacts que plusieurs scénarios pourraient avoir sur le produit digital, qui va se retranscrire ensuite dans le monde physique. Quelques exemples d'utilisation rapide. Donc d'abord au niveau de la santé, bien sûr, pour pouvoir donc tester différentes opérations, d'abord de manière digitale avant de travailler réellement sur le patient. L'urbanisme avec par exemple tout ce qui va être le BIM, le bâtiment connecté, et aussi donc la mobilité sur notamment les voitures autonomes pour pouvoir tester les différents trajets, aussi sur la ville pour pouvoir travailler sur les différents flux, travailler par exemple sur les feux de circulation. Et puis bien sûr la durabilité pour pouvoir proposer des produits qui vont être de plus en plus durables. Voilà, merci à tous pour votre écoute et votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure sur le track 3, mais en attendant, on continue sur le track 2 et je relaisse la parole au prochain intervenant. Merci. Merci beaucoup Claire.